qu'il soit la monnaie des échanges au sein des BRICS. Et les BRICS aujourd'hui sont allés plus loin en disant nous n'allons pas rester fermés à 5 pays, nous allons même ouvrir à d'autres pays qui veulent nous rejoindre. Ah oui, il y a beaucoup de pays africains qui toquent à la porte. Voilà, plus d'une quinzaine qui toquent à la porte. Oui. Ce sont même les BRICS qui traînent à pouvoir les intégrer. Exactement. Donc vous voyez que c'est intéressant. On a des puissances, on n'a pas des puissances comme l'Algérie, l'Égypte. Oui, même l'Égypte qui veulent adhérer. Donc ça signifie que le poids des BRICS va tendre vers 60-70% du PIB mondial. Et ça, c'est quelque chose qui va être accéléré avec la mise en place d'une nouvelle monnaie. Mais je dois dire que, même si ça peut aller vite, la nouvelle monnaie des BRICS qui est prévue va avoir un effet plutôt accélérateur, mais en réalité, le yuan a un impact plus fort dans cette guerre. Le yuan, le fait que les pays du BRICS acceptent de faire les transactions en yuan, oui. ça va aller très vite parce que le yuan étant déjà très connu, vous savez que la Chine est le pays avec le plus de 3 000 milliards de réserves, n'est-ce pas, en or. C'est-à-dire que la Chine peut décider à tout moment de pouvoir changer ses réserves, n'est-ce pas, en dollars, plutôt de les changer en or ou alors de les reconvertir en yuan, puisque le yuan sera désormais, à un moment donné, la devise de référence. La monnaie de référence pourra prendre la place du dollar américain. Parce qu'en réalité, c'est vers cela qu'on va tendre. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça va forcément arriver. Parce que le rouble va accélérer ce processus. Oui. On a l'Iran qui adhère, n'est-ce pas, à cette dynamique. N'oubliez pas que nous avons des pays comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui accepte de vendre son pétrole, son gaz, non plus en dollars, mais par exemple en yuan. Parce que vous savez que c'est l'un des premiers pays exportateurs de pétrole, sinon le premier. Et de l'autre côté, nous avons la Chine qui est le premier pays qui lui importe du pétrole. Et donc, quand les deux pays passent des accords, de pouvoir faire des transactions désormais en yuan, vous imaginez bien les avantages qui sont liés à cela. Et ça va davantage fragiliser le dollar. Parce que chaque fois que ça se fait, on a remplacé le dollar par le yuan ou par une autre devise qui peut être le rouble. Donc, voilà un peu, quand on parle de guerre, voilà comment est-ce que les choses évoluent. Et aujourd'hui, nous sommes à un rapport, on est parti de pratiquement 85% des réserves mondiales en dollars, à aujourd'hui 55% en dollars, 20% en euros. Vous voyez que la proportion ne fait que diminuer et elle va diminuer inexorablement parce que les Américains n'ont pas encore la possibilité de freiner cela et pire encore de pouvoir inverser la tendance. Peut-être tout à l'heure, justement, on va plus approfondir pour savoir si ce processus, bien sûr, de dédollarisation est irréversible parce que certains pensent que les États-Unis, entre autres, peuvent encore rattraper le coup. On essaiera peut-être de voir ça, peut-être en sortant. Mais avant, on comprend donc que cela va potentiellement, comme vous l'avez si bien expliqué, changer la dynamique également des relations économiques mondiales. Et cela va aussi offrir, vous l'avez également souligné, un système alternatif, en tout cas en ce qui concerne justement le système monétaire actuel. Tout à fait. C'est exactement ça. Mais quelles répercussions dans ce cas, pour être peut-être plus précis, sur les différentes politiques monétaires? Alors, les principales politiques monétaires, vous avez la politique budgétaire et vous avez la politique, on va dire, de l'endettement. Parce que les deux, voilà, ce sont les deux principales politiques sur lesquelles les grandes puissances s'appuient pour pouvoir spolier les pays, on va dire, faibles, entre guillemets. Donc, d'un côté, l'endettement qu'on vous impose, et au-delà du fait que l'endettement est imposé, on vous dit comment utiliser cette dette-là. Vous voyez, c'est encore une autre aberration. Non seulement on vous oblige de vous endetter,
mais les institutions de Bretton Woods obligent les différents pays à utiliser cette dette d'une certaine manière. C'est pour ça que pour la plupart des pays, ils n'arrivent pas à véritablement se développer parce qu'ils n'ont pas la liberté de choisir dans quel secteur il faut investir. Investir, tout à fait. Okay. Donc, et de l'autre côté, ces mêmes puissances ont une influence importante sur la structuration du budget des pays dits en développement ou en émergence. Vous allez voir la proportion qui est allouée généralement aux investissements, elle est souvent très faible, alors que c'est la proportion qu'on doit allouer aux investissements qui doit être plus élevée. Les pays comme le Cameroun, quand vous voyez seulement le traitement de la dette, c'est des sommes faramineuses. Vous voyez les dépenses publiques qui sont prévues dans le budget, ce sont des dépenses faramineuses. Et le budget d'investissement, lui-même, la partie réservée à l'investissement, elle est dérisoire. Et donc, on ne peut pas être surpris de ne pas véritablement se développer, même s'il y a d'autres raisons structurelles. Donc, alors, lorsque différents pays, tels que les BRICS notamment, décident de ne plus faire des transactions dans le système contrôlé par les États-Unis, ça veut dire qu'ils non seulement ils se prennent la liberté de pouvoir définir eux-mêmes leur budget, de pouvoir eux-mêmes choisir dans quel secteur ils investissent, mais donnent par là aussi la possibilité aux pays, mais surtout aux pays africains, qui n'ont pas encore frayé leur propre chemin, n'est-ce pas, dans cette multipolarisation, donnent la possibilité aux pays africains qui vont faire des transactions avec les BRICS particulièrement, et les pays amis, n'est-ce pas, de pouvoir choisir ce qu'ils vont faire de leur dette. Et ça, c'est intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que la nouvelle banque de développement des BRICS, qui a été créée, est beaucoup mieux sollicitée et sera davantage sollicitée que la Banque mondiale. Parce que c'est vraiment une banque de développement. Elle va donc mettre à la disposition des États. Elle va surtout traiter avec les États des montants importants sur des durées assez longues pour construire les routes, mais surtout des infrastructures inter-pays. Que, voilà. Par exemple, le rail entre deux pays, les routes, la connectivité, merci. Voilà. Donc, c'est surtout dans des projets comme ça que la nouvelle banque de développement entend faire des investissements. J'ai suivi maintes fois l'un des dirigeants, c'est d'ailleurs celui qui est en RCA, qui donnait un certain nombre d'explications là-dessus. Donc, c'est vraiment, leur politique est tout à fait différente de celle de la Banque mondiale, qui n'a fait que jusqu'aujourd'hui spolier les pays qui recourent vers elle. En plus, il y a donc le fonds de réserve d'urgence qui, lui, doit pallier aux besoins de trésorerie des États. Si un État a un besoin pressant, le fonds de réserve d'urgence est là. Est-ce que c'est pas fait avec les autres bailleurs de fonds? Il n'y a pas un fonds de réserve? Non, en réalité, c'est le FMI qui devrait jouer ce rôle. Mais le FMI, pas le cas. Non, le FMI ne joue pas ce rôle-là. Le FMI prête avec des conditions très drastiques, parmi lesquelles il y a d'ailleurs l'imposition d'un certain nombre de contre-valeurs. Le FMI, pour vous prêter de l'argent, peut dire à un pays que, je te prends un exemple, le taux de natalité chez vous est très élevé, donc l'objectif c'est de le réduire de tel nombre de points. Si vous êtes d'accord, on va vous prêter tel montant. Voyez, donc ce sont des conditionnalités comme ça qui n'ont rien à voir avec l'économie, qui viennent rendre la situation plus difficile encore. Donc, les BRICS, avec le système alternatif de transfert, vont donc donner une possibilité, vraiment une possibilité extraordinaire à d'autres pays de pouvoir faire des transactions, de pouvoir lever des fonds et de travailler en toute sérénité. Vous avez, lorsqu'on parle de guerre des monnaies aujourd'hui, on ne devrait pas relever l'or, parce que l'or, c'est la vraie réserve de valeur. Et on devrait parler du Bitcoin, parce que le concept des crypto-monnaies de banque centrale, c'est déjà pratiquement répandu.
la dernière étude qui est sortie à ce sujet-là, l'étude qui a été faite par le cabinet d'intelligence blockchain aux États-Unis, l'étude a tablé sur 146 pays. 146 pays qui utilisent, qui ont constitué l'échantillon et donc qui utilisent formellement les crypto-monnaies. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que dans ces 146 pays, vous avez les États-Unis qui sont parmi les top 20. Vous avez, par exemple, le Royaume-Uni qui est parmi les top 20. Vous avez tous les pays des BRICS sauf l'Afrique du Sud qui n'est pas parmi les 20. Mais l'Afrique du Sud a déjà initié son projet de création de crypto-monnaie de banque centrale. On a le Nigeria qui est le 11e pays parmi les 20. C'est quand même... il faut saluer ça. Voilà, un pays africain. On a le Kenya qui est 18e dans ce classement. Donc, c'est pour dire que c'est une évolution globale qui est de plus en plus contrôlée par les grandes puissances. Et lorsque j'ai vu cette cartographie-là, j'ai constaté que l'Afrique était en train de prendre du retard. L'Afrique est vraiment en train de prendre du retard dans ce domaine. Donc, les banques centrales sont obligées, et la plupart d'entre elles l'ont déjà fait, de créer une crypto-monnaie de banque centrale. Parce que c'est ça qui matérialise la monnaie fiduciaire d'État sous forme digitale. Et il n'y a que ça pour donner à un État la possibilité de contrôler toutes les transactions qui vont donc être en rapport avec cette crypto-monnaie-là. Le cas échéant, ça va passer par la blockchain et l'État n'aura aucun contrôle là-dessus. C'est pour ça que les États se précipitent à créer des crypto-monnaies de banque centrale. Donc, nous avons donc dans cette guerre le dollar, on a l'euro, on a le yuan, nous avons l'or, on a le bitcoin, qui est la mère des crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a plus de 23 000 crypto-monnaies. Hein. Oh. Plus de 23 000. Wow. Voilà, coté sur le CoinMarketCap. Plus de 600 échangeurs. Les échangeurs sont les plateformes où on convertit les crypto-monnaies en cash et vice-versa. Donc, on a plus de 600 échangeurs. Je ne vais pas faire la publicité du premier échangeur. Vous le connaissez bien. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est dire que autant la préoccupation est de pouvoir être la monnaie la plus puissante, autant la préoccupation est de revenir à la vraie valeur. C'est-à-dire, comme c'était avant 1971, il faut que désormais une monnaie soit adossée à l'or, qui est une valeur matérielle réelle et qui peut conserver de la valeur. Alors, pourquoi est-ce que, même si l'or reste très prisé, le Bitcoin a un léger avantage? C'est parce que, premièrement, le Bitcoin, lui, il est numérique. L'or ne l'est pas. Deuxièmement, l'or est très difficile à déplacer. D'accord? Troisièmement, les quantités d'or sont, on va dire, illimitées. On ne sait pas quelle quantité d'or on peut avoir dans la nature ou dans le sous-sol. Or, ce qui fait la valeur est lié à la rareté. Donc, plus quelque chose est rare, plus ça a de la valeur sur le plan économique. Donc, le Bitcoin, c'est 21 millions de pièces à terme. Il n'y aura pas une pièce de plus. Et parce que c'est limité, c'est déflationniste. Le Bitcoin ne va jamais créer de l'inflation. Parce que ce qui fait que le dollar soit décrié, c'est le fait que les Américains tournent la planche à billets sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit, pour alimenter ce vaste marché mondial. Vous voyez? Donc, et c'est ça qui crée de l'inflation, une inflation qui est exportée. Voilà, qui est exportée, et plusieurs pays subissent plutôt cela. Or, si on savait qu'il y a des quantités maximales de dollars qu'on ne doit pas dépasser, ce serait plus gérable. Donc, le Bitcoin a l'avantage d'avoir une quantité déjà arrêtée dès la création, dès la conception, et la demande, elle va monter, et plus la demande augmente, plus la valeur du Bitcoin va également augmenter, et on l'a qualifié aujourd'hui de l'or numérique. Ça veut dire que c'est un vrai concurrent des monnaies fiduciaires aujourd'hui sur ce marché monétaire. Peut-être un petit éclairci, si je peux dire comme ça. Lorsque la Russie et la Chine décident donc d'échanger
dans leur monnaie nationale et de tourner bien sûr le dos au dollar. Est-ce que cela participe, on comprend, mais cela participe au déclin on utilise le yuan par exemple. Oui. Ils se sont entendus pour utiliser le Tout à yuan. fait. Entre-temps, on nous dit que le BRICS est en train de créer justement une nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie, envisage de créer une nouvelle monnaie, oui. Pour comprendre, il s'agit donc de quoi? Le yuan peut être cette nouvelle monnaie dans le BRICS, ou alors il y aura les autres monnaies, c'est-à-dire ceux qui formeront le BRICS. Chacun va garder sa monnaie, sachant que la Russie a sa monnaie, la Chine a sa monnaie, les autres pays, peut-être certains pays africains ou francophones qui sont dans le franc CFA. Et à côté de cela, ils utiliseront donc cette nouvelle monnaie du BRICS, ou alors toutes les autres monnaies vont simplement s'éteindre pour laisser la place à la nouvelle monnaie. Alors, la question de souveraineté et d'identité patriotique pour ces différents États est extrêmement importante. Oui. La monnaie fait partie des éléments auxquels un peuple s'identifie. Tout en à fait. fait, oui. Et voilà, c'est pour ça que certains auteurs disent que la monnaie, c'est un fait social total. Donc la monnaie, ce n'est pas juste ce qu'on voit là. C'est plus que ça. Donc, il est difficilement envisageable que le rouble, le rand et tout ça disparaissent totalement. Non, et je ne pense même pas que ce soit ça l'objectif. Ce qui est prévu au niveau des BRICS, c'est d'abord de passer des accords de parité entre les différentes monnaies des pays qui vont adhérer au-delà des 5 pays. Accord de parité. Oui. Mais il est déjà convenu que c'est le yuan qui va servir de monnaie de transaction. C'est-à-dire que si, par exemple, l'Afrique du Sud veut exporter vers un pays qui est membre des BRICS, c'est en yuan. Oui. Ça, c'est convenu. Mais la monnaie de l'Afrique du Sud va rester. Parce que s'il y a des transactions vers, je dis n'importe quoi, la France, oui. ça ne pourra pas être le yuan. Parce que la France ne fait pas partie de ce bloc-là. La France est plutôt du côté du dollar. Mais la France peut... Ok, on comprend. Allez-y. Est-ce que la France peut changer ou commercer avec l'euro, avec un pays qui fait partie du BRICS? Alors, ça va dépendre de la position de l'action commerciale. Si c'est la France qui vend, la France est libre d'imposer au pays qui va acheter la monnaie d'achat. Parce que si vous voulez acheter chez moi, c'est que vous avez besoin de quelque chose. Et moi, je vous dis, ce que j'accepte en contrepartie, c'est par exemple le yuan. Vous me donnez une autre monnaie, je dis non. Donc vous êtes obligé d'aller acheter le yuan et venir avec le yuan acheter ma marchandise à moi. Parce que la monnaie, c'est une marchandise. Tout à fait. Oui. Donc, c'est d'ailleurs parce que c'est une marchandise que chaque fois qu'il y a une transaction en plus, il y a quelqu'un qui gagne. Exactement. Qui gagne là-dedans. Oui. Voilà. Donc, la France est libre de dire, moi, je te vends en euros. Elle est libre de dire, je te vends en dollars. Mais vendre en euros, ça rejoint vendre en dollars. Parce qu'il y a déjà des accords. Quand on vend en euros, forcément, le dollar est impliqué, forcément. Donc, est-ce que finalement, donc, ces deux blocs ne se maîtrisent pas? C'est-à-dire que moi, je peux vous imposer, c'est-à-dire que sur le bloc des BRICS, ou alors ceux qui utilisent le dollar ou l'euro, moi, si vous avez besoin de moi, ou alors si je commerce avec vous, moi, je vous impose le dollar, l'euro, et de l'autre côté, moi, je vous impose le yuan. Qu'est-ce qui change donc dans ce cas? Puisque je parviens à vous imposer ce que moi je veux, et vous également en retour. Donc finalement, on a l'impression que les deux parviennent à se maîtriser et on se demande quelle est donc la plus-value. Oui, le premier niveau, parce que là maintenant, nous sommes encore à une situation où le dollar dicte encore quand même sa loi. Oui. Donc, si nous arrivons au niveau où il y a, on va dire, un certain équilibre, c'est déjà bien. Sur le plan économique, l'équilibre est déjà là. Les BRICS sont en train déjà de prendre un peu l'ascendance. Oui. Maintenant, il faut une monnaie utilisée par les BRICS qui va être plus forte, entre guillemets, que l'euro. Quand je dis entre guillemets, la monnaie n'est pas forte parce que
elle a une valeur plus élevée que l'autre monnaie. Il y a d'autres critères. Alors, une monnaie avec laquelle on fait le plus de transactions est plus forte. Elle est plus forte, tout à fait. Elle est plus forte. Évidemment, elle est plus sollicitée et elle gagne en valeur. Tout à fait. Et en termes de conservation de valeur, on la préfère à une monnaie avec laquelle on ne fait pas beaucoup de transactions. À partir de ce moment-là, le dollar va avoir de sérieuses difficultés parce que les Américains importent énormément. Les Américains font partie des pays qui importent le plus. Et donc, ils seront obligés d'accepter de payer avec la devise qui n'est pas le dollar. Tout à fait. Parce que jusqu'à présent, quand les Américains, qu'ils achètent ou qu'ils vendent, c'est toujours le dollar. Donc en réalité, c'est comme si eux, ils n'ont jamais de problème. Vous voyez, sur le plan monétaire. Oui. Mais à partir du moment où les Russes leur disent que si vous voulez acheter, vous voulez avoir mon gaz, ou vous voulez avoir, je sais pas moi, tel Rafale, vous payez en dollars. S'ils en ont besoin, ils sont obligés de payer, de payer en rouble. De payer en rouble. Payer en rouble signifie acheter d'abord le rouble. Tout à fait. Contre le dollar, et puis maintenant acheter la marchandise russe avec ce rouble-là. Et donc, il y a déjà 2 transactions qui se font, et ça renforce la valeur du rouble et son hégémonie, on va dire ça comme ça, sur le marché. Avant de poursuivre, peut-être faire cette petite parenthèse pour qu'on comprenne toujours très bien concernant cette création, cette nouvelle monnaie que veut bien sûr créer les BRICS. Est-ce qu'il y a une différence dans le contenu entre la création de cette nouvelle monnaie BRICS et par exemple l'écho, si on peut le dire comme ça, la création de la nouvelle monnaie, peut-être ce projet plus ou moins, au niveau de la CEDEAO? Est-ce que dans le fond, les deux processus, alors ces monnaies sont différentes? Oui, ces 2 monnaies sont différentes. D'abord parce que l'écho qui existe maintenant, vous le savez, qui doit exister. Oui, en fait, je vais dire, le projet a été court-circuité par M. Macron et M. Ouattara. Mais l'écho, dans son originalité, tel que ça a été initié, je ne sais pas s'ils vont garder le nom, je ne sais pas si le projet va encore voir le jour, mais devrait aboutir à une vraie monnaie. Devrait aboutir à une vraie monnaie parce que les différents pays ont suffisamment travaillé là-dessus pour voir les critères de convergence de leurs différentes économies, même si je suis parmi ceux qui pensent que ça ne suffit pas pour que la monnaie qui va en sortir soit un succès. L'euro est un exemple patent. L'euro a été un échec. Beaucoup d'experts le confirment aujourd'hui. Pourtant, la démarche a été celle de voir les critères de convergence des différents pays et de prendre suffisamment du temps. Et au moment de fixer la valeur, ils ont estimé qu'il fallait un euro très fort sans tenir compte de l'état ou de la santé de l'économie au moment où l'euro rentrait sur le marché. C'est avec le temps, environ 4 ans après, que l'euro a commencé véritablement à mériter la valeur, n'est-ce pas, qu'il avait. Donc, c'est pour dire que le projet ECO, tel qu'il a été initié, devait aboutir à une monnaie vraiment gérable. Gérable ne signifie pas qu'elle doit être forcément très forte. Oui. Okay? Mais gérable signifie qu'elle doit tenir compte des situations conjoncturelles de l'économie. Tout à fait, oui. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Et donc, si la monnaie est trop forte, c'est un problème. Parce que on ne va pas exporter suffisamment. Si la monnaie est faible, c'est bien parce qu'on exporte beaucoup. Les gens savent que la monnaie est faible, donc ils achètent davantage là où c'est moins cher. Okay? Pour caricaturer. Donc, si on a une monnaie forte, on a des importations prennent un coût. Les exportations prennent un coût et les importations sont avantageuses. Et l'ECO a pour vocation de devenir la monnaie unique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour les pays des BRICS. Ce qui n'est pas le cas pour les pays des BRICS. Voilà. Alors, ce qui n'est pas le cas également pour l'euro. C'est-à-dire que la nouvelle monnaie ne sera pas la même, n'aura pas les mêmes caractéristiques que par exemple l'euro. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Cette nouvelle monnaie n'aura pas ces caractéristiques parce que en fait, l'objectif,
c'est d'avoir une monnaie communautaire qui va permettre de renforcer la puissance économique et financière d'un bloc. Et de pouvoir donc parler, on va dire, d'égal à égal. Avec, pouvoir se passer du dollar et tout. Tout à fait, pouvoir se passer du dollar, etc. Parce que nous avons évoqué quelques risques que le dollar présente pour les États qui continuent d'avoir les réserves, par exemple, en dollars. Et le caractère d'extraterritorialité du dollar fait que quand vous avez le dollar, vous êtes sous le coup de la loi américaine, où que vous soyez dans le monde. Donc, si on baisse la valeur du dollar, ça vous concerne aussi. Si on gèle vos avoirs en dollars, vous prenez un coup. Donc, c'est pour dire que l'idée, c'est de ne pas dépendre d'une monnaie d'autrui. C'est pour ça que chaque État doit conserver sa monnaie, quel que soit le cas, hein, même quand on évolue vers une monnaie unique, il est important que les États conservent d'abord leur monnaie à la base. Surtout que c'est une phase de construction. Les gens... c'est un élément de souveraineté également. Voilà, il y a cette question de souveraineté dont les gens supputent encore. À terme, mais ça c'est encore un peu utopique, à terme, avec les monnaies digitales, il y a des spécialistes qui pensent qu'il y aura une monnaie digitale mondiale. À terme. Mais à terme, ça veut dire quoi? Mais en même temps, s'il y a une monnaie digitale mondiale, qui va avoir le contrôle de cette monnaie? Ça, la question se pose. Parce que dès qu'on parle de monnaie digitale, il y a une identité liée à la monnaie. C'est-à-dire que toutes les transactions qui sont faites sont tracées au point où ça représente même une restriction des libertés individuelles. Tous ceux qui utilisent cette monnaie sont contrôlés par celui qui a le dernier mot, en fait. Celui qui est ce qu'on appelle dans le système monétaire le prêteur en dernier ressort. Ça peut être une banque centrale, mais derrière une banque centrale se cache toujours un État. Et l'État, c'est un individu qui a le dernier mot en réalité. Donc, la préoccupation ici, c'est de dire, s'il y a une monnaie digitale mondiale, c'est dangereux. Parce qu'en l'état actuel, elle sera forcément contrôlée par les Américains et ses alliés. Et elle sera émise par la Fed. On peut changer le nom si on veut, mais elle sera émise par la Fed. Et donc, ça va rester exactement les États-Unis auront toujours ce contrôle-là. Ce contrôle-là. Et je pense que la multipolarisation qui est en cours ne peut pas permettre que ça se fasse. C'est comme si on revenait à la case départ. Alors, revenons donc à cette question. Finalement, est-ce que ce processus de dédollarisation est irréversible aujourd'hui? Il est irréversible. Il est irréversible. Impossible de se rattraper. Oui, il est irréversible pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que l'évolution de la croissance économique montre bien que les États-Unis sont en train de régresser progressivement. C'est-à-dire que quand on voit le taux de croissance aux États-Unis, il n'est pas aussi élevé que par exemple la Chine. Et vous voyez, il y a des pays dont l'économie grandit très vite. Et la Chine a de très gros projets avec la Russie, avec les nouvelles rues de la soie, etc. Donc tous ces gros projets-là vont drainer énormément d'activités économiques et vont remettre la Chine et la Russie, évidemment avec leurs partenaires, au devant de la scène sur le plan économique. Les Occidentaux ont de sérieux problèmes parce que déjà, pratiquement toutes les économies vont rentrer en sécession au niveau de l'Europe. Les États-Unis, les indicateurs économiques montrent déjà que le taux de chômage est en train de grimper. Et la guerre en Ukraine, parce que vu de leur position, j'ai dit la guerre en Ukraine, c'est une guerre sous-traitée, fait en sorte que les Américains sont obligés davantage de tourner la planche à billets pour financer surtout l'industrie
militaro-spatial pour soutenir cette guerre, mais aussi d'une part soutenir la guerre, mais d'autre part aussi maîtriser l'inflation. Maîtriser l'inflation, c'est par exemple en rehaussant les taux directeurs de la Fed. Ils l'ont déjà fait 2 fois, mais ils ne pourront pas le faire davantage, parce que s'ils le font davantage, ça va très rapidement plomber l'économie qui elle-même a déjà de sérieux problèmes. Là, je parle de l'économie américaine, même si forcément c'est exporté vers l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça que le président Macron commence à vouloir ouvrir les yeux pour dire mais il faut qu'on regarde bien cette affaire-là au niveau de l'Europe. L'Europe commence à subir. Voilà, l'Europe commence à subir. Donc, il y a l'écart entre les Américains et les BRICS va être creusé davantage. D'ici la fin de l'année, on va avoir des proportions des réserves en dollars qui vont forcément diminuer davantage et le yuan va prendre forcément le dessus. Le yuan va prendre le dessus. C'est un chemin de non-retour parce que vous savez que la Chine, elle a été le premier pays à créer sa crypto-monnaie de banque centrale depuis 2014. Le projet a été testé ville par ville en Chine et a été clôturé en 2022. Donc, depuis fin 2022, la Chine a le yuan qui est utilisé en Chine normalement. Monnaie digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar est obligé de passer sous une forme numérique qui va venir compétir avec les yuan, les euros, les roubles, etc. Et ça va fragiliser d'ailleurs davantage le dollar sur ce marché. C'est pour ça que la dédollarisation est irréversible. Elle est irréversible. Vraiment, et moi je m'en réjouis d'ailleurs. Je m'en réjouis. Alors, irréversible, ça veut dire que d'ici les prochaines années, on devrait s'attendre à ce que les États-Unis ne soient plus à la tête de l'ordre économique mondial. Oui. En réalité, même les États-Unis ne sont même plus à la tête. Ils s'y maintiennent parce qu'ils ont la possibilité de masquer les vrais indicateurs. Mais ils ne sont plus à la tête. L'Afrique devrait accélérer ce mouvement. L'Afrique... Vous imaginez, disons que nous avons 54 pays en Afrique. Oui. Si l'Afrique créait sa monnaie digitale, de l'Afrique. Parce que créer une monnaie digitale, c'est plus facile que créer une monnaie, créer une monnaie fiduciaire. C'est plus facile, c'est moins cher, c'est sécurisé, c'est plus rapide. Et l'Afrique imposerait, n'est-ce pas, à tous les autres pays hors de l'Afrique de payer en cette monnaie digitale. Vous imaginez quel impact économiquement parlant et financièrement parlant, ça peut avoir dans le positionnement de l'Afrique comme une puissance. C'est-à-dire que les États-Unis veulent acheter en Afrique, c'est avec la monnaie africaine, la France pareil, la Russie pareil, etc. Et on peut avoir des accords spéciaux pour dire que pour tel ou tel produit, on peut encore accepter peut-être de vendre, accepter le yuan si on a des partenaires. Mais le dollar, certainement pas. Ça veut dire que c'est une voie peut-être à suivre, surtout pour les pays de la zone franc qui veulent depuis sortir du franc CFA. Oui, mais c'est ça. Je pense même que comme le pôle des impérialistes est de plus en plus fragilisé, c'est le moment pour nos chefs d'État africains de prendre ce type de décision. Parce que c'est moins risqué de prendre les décisions comme celle-là maintenant. L'Europe est très préoccupée par sa situation. Vous voyez, ils ont de sérieux problèmes. Quand M. Macron en France, ça ne va pas. Donc, il doit s'occuper de la France, il doit s'occuper d'autres pays en Europe, etc. C'est maintenant que les décisions comme sortir des histoires comme l'UEMOA ou bien c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions comme ça. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions comme sortir du franc CFA, etc. C'est maintenant. Parce que
ils sont tellement préoccupés par d'autres choses qu'ils ne pourront pas véritablement réagir efficacement. Ou peut-être adopter le système RCA, pas forcément sortir tout de go, mais au moins essayer de mettre sur pied cette autre monnaie. C'est d'ailleurs ce que je propose. Enfin, j'ai un ouvrage sur cette question qui est presque terminé, qui est déjà dans la maison d'édition. C'est d'ailleurs ce que je propose. Je ne propose pas une rupture totale avec le franc CFA. Je propose un peu ce que le président Touadéra a fait. Il a adopté le Bitcoin, il a créé le Sangocoin, mais le CFA est là. Maintenant, on va mettre tout ça en compétition avec les BRICS qui arrivent, avec le dollar qui reste quand même là, etc. Et on verra à terme qui va tenir. Celui qui ne tient pas va disparaître. Et je suis sûr que le CFA sera parmi les monnaies qui vont disparaître très rapidement. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On va tout simplement rappeler que l'on nous dit aussi, parce que tout à l'heure on parlait de ces pays africains qui veulent intégrer justement, qui veulent entrer dans le groupe des BRICS. On nous dit que 10 pays de l'ANAS, je pense que c'est comme ça qu'on appelle, l'Asie du Sud-Est, discutent également de l'abandon du dollar et de l'euro dans leurs échanges commerciaux et leur principale puissance géoéconomique. On parle de l'Indonésie, qu'on présente justement au 17e classement mondial du PIB, qui invite donc ses partenaires régionaux à ne plus utiliser les cartes, par exemple, de crédit Visa et Mastercard pour éviter les répercussions entre hautes sanctions occidentales à l'encontre de, bien sûr, la Russie. Donc, entre autres, Dr Ndouma, qu'est-ce que de telles informations ou actes également, quel impact dans tout ce qui se passe? Alors, les informations comme ça, comme celle-là, confortent ce que nous venons de dire. La dédollarisation, elle est irréversible. Puisque de plus en plus de pays, même les pays les moins soupçonnés sont en train de dire mais cette affaire-là, elle a trop duré. Les statistiques concernant les transactions qui ont été réalisées en 2022 par Visa Carte, c'est 7 000 milliards de dollars. Mastercard, c'est 14 000 milliards de dollars. Le Bitcoin, c'est 42 000 milliards de dollars. 42 000, le Bitcoin. Bien au-delà. Bien au-delà. Donc, lorsque les pays comme ceux-ci disent les transactions, puisque Mastercard, Visa Card, ça c'est les Américains, c'est le système SWIFT. C'est le dollar qui en profite. Donc, quand ils commencent à dire que nous ne faisons plus en passant par là, il ne reste plus que le système alternatif. Russe, Chine, Iran et tout ça. Et puis, il reste la blockchain avec les transactions décentralisées sur lesquelles, jusqu'à présent, personne n'a un contrôle. En tout cas, on comprend donc qu'il y a, on fait, en tout cas, nous sommes en train d'observer ou alors de voir l'émergence d'une très très grande puissance en devenir, surtout si ces pays réussissent à intégrer les BRICS. D'ici quelques années, on aura une très très grande puissance, en tout cas mondiale. Qui va œuvrer pour l'humanité, parce que on l'espère aussi. Oui, parce que il faut, c'est ça notre préoccupation. C'est parce qu'on voit l'OTAN avec tout ce qui est organisé dans le monde entier, les guerres partout, etc. Nous pensons que les BRICS vont venir faire la différence, vont venir faire le contrepoids de ces impérialistes. En tout cas, c'est ce qui est proposé. Voilà. Et nous pensons que, et c'est pour ça que nous soutenons ce projet, parce qu'il faut que l'humain soit au centre de tout ce qui se fait et que la technologie ne soit pas utilisée pour détruire l'humain et tout ce que cela comporte. Donc, comme il n'y a que d'intérêt entre les États, il est important que l'Afrique, tout en s'appuyant sur cette multipolarisation, véritablement travaille sur son pôle à elle, parce que l'Afrique, c'est la mère de l'humanité, elle ne saurait être diluée ni dans un pôle ni dans l'autre. Merci à vous, Dr Ndouma. Vous avez été avec nous dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup pour ces analyses qui nous ont permis de comprendre
encore un peu plus les enjeux autour justement de la dédollarisation. On doit déjà s'habituer à ce terme-là. Tout à fait. Voilà donc, chers téléauditeurs, chers auditeurs, vous tous qui nous suivez, bien sûr, chers téléspectateurs de For You Media, c'est la fin de votre programme Regard panafricain. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.